Aujourd'hui ça va être tranquille. J'ai juste rendez-vous chez le veto pour le rappel de Maïka. Sinon on va faire grosso modo des récoltes, des petites choses comme ça. Mais pas grand chose. Donc ça vous permet de voir en gros qu'est-ce qu'on fait tous les jours en termes de récolte et d'entretien pour les animaux. Je voulais juste vous dire là au niveau des canards. J'ai vendu les 6 coureurs indiens. Donc au départ je voulais en vendre que 5 et je voulais garder Saturne, vous savez le petit canard qui a grandi avec nous dans la maison quand il était petit. Et donc j'avais mis que 5 canards à vendre sur le bon coin. Et comme j'ai vu que c'était des gens très gentils, je lui ai donné en plus ma Saturne. Donc en plus ils ont un grand terrain. C'est comme nous en fait, tu vois, c'est pas des canards qui vont être dans un petit truc tout fermé, tout boueux, sans mare, sans rien. Donc du coup, j'ai plus les coureurs indiens, puisque maintenant je veux vraiment passer sur du canard à viande. J'ai plus besoin tant que ça des œufs et des protéines qu'avaient les œufs de canne, puisque maintenant on fait quand même beaucoup de viande, donc on en a moins besoin qu'avant. Et au niveau viande, le canard coureur indien, voilà, c'est pas terrible. Donc nous avons aussi tué le gros barbarie qui nous restait. Donc ça nous a fait quand même pas mal de viande, 4,8 kg en tout, je vous avais dit sur l'onglet communauté. Donc on a fait des magrets, j'ai fait un magret séché. En gros ils étaient tellement gros les magrets, ils faisaient 600 et quelques grammes chacun. Donc j'en ai mis un au congélateur pour manger comme ça et j'en ai fait sécher un en salaison. Ensuite mon oncle s'est débarrassé de ses canards, donc il m'a filé ces 3 canards sauvages. Je sais pas quoi en faire. J'attends que leur aile repousse et j'attends qu'ils s'envolent tout seuls et qu'ils repartent sur l'étang, quoi. Parce que là pour l'instant en fait ils voulaient les relâcher sur l'étang, mais comme ils ne peuvent pas voler parce qu'ils les avaient dézélés, c'est problématique. Ils risquent de se faire manger, donc je vais attendre que ça repousse et après je pense que je les relâcherai, parce que qu'est-ce que je voulais que j'en fasse. Ils sont mignons mais bon. Donc là il y a 2 femelles et le mâle, le colvert. En bas. Hop. Là on a 4 barbaries. C'est des petits canetons qu'il a eu et pareil, il veut pas s'en occuper. C'est vrai que c'est pénible, les canetons, c'est sale et tout, quand ils sont pas à l'extérieur comme ça, c'est pas pratique. Donc il nous a donné ces 4 petits canetons, là il y a 2 semaines à peu près, qui se développent bien. Là franchement ils se développent bien. Vous voyez que ça mange beaucoup d'herbe, hein, les canards, hein, donc il faut que ce soit vraiment un parcours herbeux. Et là en fait, vu que maintenant ils sont dans le grand enclos que les poules avaient au départ, il y a beaucoup plus d'herbe que l'autre, puisque la surface était trop petite pour le nombre que j'avais, et il commençait à y avoir de moins en moins de végétation. Là vous voyez que l'herbe a vachement repoussé, hein. Il y a vraiment de l'herbe partout, donc c'est mieux pour eux. Et là aussi, le petit point sur les rats. En fait, je vous ai dit que j'avais capté qu'il y avait des trous de rats autour des enclos. Hein, donc c'est pas, ils rentrent pas à l'intérieur, mais ils sont autour en fait, et ils font des trous là. Et j'ai mis la caméra et en fait ils vont boire l'eau des canards la nuit. Ils tournent autour, sûrement qu'en creusant dessous, ils arrivent à choper quelques petits grains et tout. Donc on a mis 2 nasses, celle de gauche, celle de droite. On en a attrapé un et il en reste un. Voilà, c'était un couple. Il y avait le mâle et la femelle, et là on en a attrapé qu'un. Je sais pas lequel on a attrapé. Et voilà, donc la journée on la ferme parce que sinon les canards rentrent dedans, et la nuit on la réouvre. Voilà. Ensuite là dans ce petit enclos provisoire, vous voyez il est pas très très grand, mais ça suffit. Il y a une poule et 12 poussins.
Donc il n'y a pas de filet de protection, on compte sur que la poule défende ses petits. Et ensuite là on a tout le monde dans le grand bain, l'herbe a bien repoussé, ça fait plaisir, franchement ça fait plus d'1 an qu'on n'a pas eu de l'herbe comme ça, puisque l'année dernière il y avait déjà une sécheresse catastrophique à cette époque, et en fait l'herbe n'avait pas du tout repoussé de juin à octobre, il n'y avait pas d'herbe ici, c'était que de la mini-herbe qui fait 1 centimètre, quoi, de l'herbe nanifiante, surpâturée en plus. Là maintenant ça a énormément repoussé de ce côté, et le côté verger là-bas, vous voyez, c'est encore pire. C'est beaucoup plus haut parce qu'on l'avait fermé. On l'avait fermé un petit peu plus tôt que cette parcelle-là. Donc vraiment, je suis contente. L'herbe a bien repoussé. Je vais peut-être même refaire passer les moutons un tout petit peu là, histoire que ça coupe un peu l'herbe. Et de ce côté, par contre, je le laisse comme ça pour l'instant, puisque ça sert pour les poules. Elles cherchent leur nourriture dedans. Donc là, on a différents lots. Il y a les poules de l'année dernière, les adultes. Ensuite, il y a le lot des 37 qui sont nés le 21 mars. Et on a une poule avec 2 poussins qui ont déjà, je crois, 3 semaines. Mais eux, par contre, ils se sont moins développés rapidement parce que je leur ai pas fait le coup de l'œuf dur et tout, vu qu'en fait, ils étaient avec la poule. Donc, ils ont mangé un tout petit peu de concassé et que de la nourriture là. Donc, ils poussent très lentement. Je vois bien la différence, hein. Je trouve qu'ils sont pas très grands. Ils ont presque 1 mois et ils font la moitié de la taille que les autres faisaient avec leur cocktail œuf dur concassé. Donc là, vous voyez, on s'est quand même tondu une petite allée parce que avec la rosée, c'est pénible de marcher dans les hautes herbes pour aller aux poules. Hein, on y va vraiment souvent. Là, on est au niveau du verger que je ne vous ai pas encore montré dans la visite de mon jardin entier. Je vous le montrerai dans la partie 3 où on parlera un petit peu des variétés que j'ai mises. Mais en gros, en bas de ce verger, j'ai mis les ruches. Je les ai déplacées. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Avant, elles étaient au niveau des canards. Sauf que je pensais pas que j'aurais autant de ruches. Et là, du coup, ça me permet de m'étaler. Je peux même en rajouter entre. Là-bas, c'est vrai que ça devait faire 4 mètres de large. Donc, je pouvais en mettre que 3. Sinon, après, ça devenait difficile. Et en plus, elles étaient un peu trop à l'ombre, en fait. Donc, j'avais souvent... Dès qu'il y avait un peu trop d'humidité, elles commençaient à choper les diarrhées. Alors que là, c'est plus au soleil. Mais c'est quand même à l'ombre le midi. Donc voilà, l'emplacement est mieux. Donc là, qu'est-ce qu'on a ici? On a 2 petites ruches, celle-ci et celle-là, qui n'ont pas de hausse parce que c'est des essaims de cette année qu'on a récupérés. Et en fait, c'est les essaims sûrement de celle-ci et de celle-là, puisque ces deux ont une hausse, mais elles ne la remplissent pas là, parce que je pense que comme les essaims sont sortis de ces ruches-là, elles sont moins nombreuses et donc elles ramènent beaucoup moins de miel. Donc peut-être qu'on n'aura vraiment pas beaucoup de miel sur ces 2 ruches. Par contre, celle-ci qui n'a pas essaimé, elle est hyper populeuse et là vous voyez que déjà il y a 3 hausses dessus. La verte je l'ai mise dimanche et j'ai regardé tout à l'heure, en 3 jours elles sont déjà toutes affairées dessus pour monter la cire. Donc je pense que celle-ci il va y avoir une bonne récolte. Le seul truc qui me fait peur, c'est que la première hausse qui est en bas là, elle était chez mon grand-père quand il y avait le colza. Normalement, le colza, il faut le récolter directement. Sinon, il fige dans les alvéoles. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Si je vois que c'est figé, que j'arrive vraiment pas à l'enlever, même en chauffant un petit peu, ce que je ferai, c'est que je les découperai en brèches et on le mangera comme ça, hein, en brèche de miel. Hein, tant pis, hein. Faut bien se débrouiller comme on peut. On ira au poulailler tout à l'heure. Là, je vais aller ramasser les girolles. Donc là, nous commençons à ramasser les girolles. On vient tôt parce que sinon, c'est tout ramassé et vous avez rien, quoi. Bon, la récolte n'est pas très fructueuse. Nous n'avons ramassé que ceci. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y en a des grandes. Alors, est-ce que quelqu'un est passé en ramasser? Je ne sais pas, c'est bizarre. Pourquoi je trouve des belles, comme si ça poussait bien, et après, je trouve rien d'autre. Donc là, en fait, quand j'en trouve pas, je vais pas m'embêter à aller faire tous mes spots. J'ai fait les 2 spots principaux. Quand il y en a pas là, ça vaut pas le coup, en fait, de marcher énormément pour ça, sachant que déjà, le champignon, c'est plaisir, ça n'a pas de calories, rien. Donc si vous dépensez 2 heures de marche pour une poignée de girolles, ça vaut pas du tout le coup. 1 heure pour un gros panier, là, ça vaut le coup. Alors, ce matin, qu'est-ce qu'on va récolter pour à midi et pour ce soir? Je vais faire les fèves, là, et ensuite, j'enlève. Je mets au pied. Comme ça, les salades, elles seront un petit peu plus libres. Je vais prendre un oignon aussi, parmi les oignons, 1 ou 2, parmi les oignons montés en graines.
Et je vais ramasser une poignée de pommes de terre pour faire des frites. On a déjà une grosse salade avec les feta. Donc bon, là, ça devrait bien constituer un repas, sachant que là, on a mangé de la viande de canard. Ça fait 1 semaine et demie qu'on se fait plein de trucs à base des petits trucs de la carcasse, quoi. Donc on a mangé beaucoup de viande. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va peut-être se faire une journée sans viande. Voilà, ou peut-être juste des œufs. C'est la première année où je fais pas beaucoup de fèves. Là, j'en ai juste mis un petit peu pour attirer les pucerons et qu'ensuite ça attire les mangeurs de pucerons. En gros, pour que après ça n'aille pas trop sur mes haricots. Parce que j'ai remarqué que si je plante pas de fèves, et ben après les premiers qui se ramassent les pucerons, c'est les haricots. Sauf que bon, moi les haricots, j'aime vraiment beaucoup et je veux pas de pucerons sur mes haricots. Donc en mettant les fèves en premier, ça les attire et ils se font vite dégommer par les coccinelles qui arrivent. Là, vous voyez d'ailleurs, il y en a eu ici. Attendez, je fais le focus. Vous voyez qu'il y a eu des pucerons ici et il en reste plus beaucoup parce qu'on voit très bien qu'ils se sont fait manger. Sinon, c'est toute la tige qui est remplie de pucerons. Donc même s'il n'y en a pas beaucoup des grappes, je vais quand même en ramasser pour le repas du jour. Donc là aujourd'hui ils annoncent 27 degrés, donc en fait je vais enlever aussi en passant les petites mauvaises herbes que je vois. Alors il n'y en a pas beaucoup parce que vous voyez que c'est quand même planté assez serré, j'avais un petit peu de copeaux et j'ai biné régulièrement au tout début quand le semis était tout petit. Donc il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même des kénopodes qui arrivent à s'extirper du lot ou ce genre de choses. Donc en passant je les enlève, en fait je récolte mes fèves, je récolte mes fèves, je coupe ma fève, je la mets au sol et j'y rajoute les mauvaises herbes. Comme il va faire 27 degrés, ça va les sécher direct. En fait, elles ne vont pas se réenraciner. Ne faites pas ça si par exemple le lendemain il pleut, parce que là sinon vous allez les replanter en fait. Voilà. Il y a quelques salades qui commencent à monter en graines, vous voyez. Celles-là, donc je les ramasse au fur et à mesure, je les mange quand même, mais je me dépêche. Genre là aujourd'hui, je vais cueillir celle-ci et celle là-bas. Il y en a une pour l'été qui est vraiment bien. Là, celle-là, c'est de l'apia que j'ai mis. J'en ai refait des semis là en fait l'été. Après je ne sème plus que celle-là puisque elle ne monte pas en graines. Enfin en tout cas elle est très résistante. En tout cas elle est très résistante à la montaison. Donc voilà. Et ensuite dans les trous je vais replanter des haricots. Là vous voyez derrière moi, hop, là vous voyez derrière moi j'ai une rangée d'haricots. Ils vont bientôt fleurir. Bon, je vous avais dit il y a 2 ans que j'arrêtais de faire plein d'haricots en décalage parce qu'après je me retrouvais à ramasser des haricots tous les jours, voilà. Mais l'année dernière, la récolte en haricots a pas été terrible à cause de la sécheresse, donc cette année il faut que je me rattrape puisqu'on n'a plus du tout de bocaux là. Donc faut que je refasse plein de bocaux cette année, sachant que j'ai énormément de bocaux de sauce tomate parce que l'année dernière je vous ai dit on a ramassé 200 et quelques kilos, donc j'ai pas besoin de faire beaucoup de sauce tomate cette année. Donc là je vais vraiment me concentrer sur les haricots. Avec les tomates je vais juste faire les mélanges légumes du soleil avec poivrons et courgettes, en gros une sorte de ratatouille quoi, pour manger l'hiver style tchouk-tchouka avec des œufs. Donc là je vais prendre parmi les oignons qui sont montés en graines. Ça sert à rien de couper les tiges, votre oignon il va pas grossir énormément, soit pas du tout, soit quasi rien. Donc ceux-là en fait je les mange. Je les mange en verre parce qu'en plus les tiges sont très bonnes, ça a vraiment le goût de l'oignon quoi. Donc c'est comme si c'était un oignon, sauf que au lieu que ce soit un oignon bien sec, je mange frais. Donc comme de toute façon là on n'a plus d'oignons de l'année dernière, ça me dérange pas du tout. Hein. Je veux dire je le vois pas comme une perte de récolte sèche. Par contre il faudrait pas qu'il y en ait trop qui montent en graines en même temps, sinon du coup je peux pas gérer ce problème et du coup ça risque d'entraîner du gaspillage. Je voulais juste vous montrer la différence en fait entre ce plant d'oignon qui lui n'est pas monté en graines et celui-ci au niveau du bulbe. Regardez ce bulbe là qui est très gros, continue là, voyez, voilà. Regardez ce bulbe là qui commence à grossir et celui-là, hop, je vais vous le mettre à côté. Voilà, regardez la différence. Celui-là, on voit bien qu'il commence à s'évaser à droite, alors qu'à gauche, ça reste une petite boule. Puis ça va pas grossir plus. Et encore, ça, pour un oignon monté en graines, ça va. Hein. Il y a pire que ça. Des fois, ça fait vraiment une toute petite boule. Et ces deux-là, vous voyez, tout droit. Ils ne grossissent pas. Regardez. Tout petit. En plus, non, voilà. Tout petit. Bon, je vais couper aussi le voisin. Hop. Là. Vous voyez, il y en a qui sont plus pitoyables que d'autres. Ça dépend à quel moment, en fait, la montaison s'est déclenchée. Hop. Maintenant, on va chercher des patates pour les frites.
Donc là, je vais commencer à arracher ces patates-là. Pourquoi je commence par celle-là? Parce que vous voyez qu'elle commence à être malade. Ça, je crois que c'est l'alternariose. Et en fait, c'est parce qu'il commence à pleuvoir, faire beau pendant 3 jours, pleuvoir, un coup d'orage, etc. Alors, c'est très bon pour le potager, au sens que ça arrose, donc ça pousse bien. Mais vous allez commencer à avoir des maladies cryptogamiques comme le mildiou, l'alternariose, toutes ces choses-là. Voilà, donc pour l'instant, c'est pas sur toutes les pommes de terre. Donc, je récolte au fur et à mesure. Là, on a des petites, c'est dommage, j'aurais pu continuer de grossir. D'habitude, les patates nouvelles, je les arrache pas comme ça. Hein. Je prends, je me sers et puis je laisse le pied. Mais bon, là, tant pis. On va tout ramasser. Ça, c'est la variété Rosabelle. Vous voyez? Là, on a une autre variété à côté, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Sachant que sur celle-là, j'ai déjà récolté plusieurs fois au pied. Donc, c'est des patates. Donc, ils ont été quand même assez productifs malgré le fait qu'ils n'aient pas été au bout de leur truc, quoi. Là, elles sont un peu plus petites. Hop. J'ai pas besoin d'outils là, hein. Vous avez vu, parce que là c'est que pour le repas du jour, donc je le fais à la main. Regardez-moi cette terre, sérieux. Ah, il faudrait des gants, mais bon. Alors, regardez la qualité de la terre. Pas du tout assez, hein. Non, c'est cool ça. Ah, voilà. Sirtema, c'était ça la variété de pommes de terre. Sirtema. Voilà, donc ça, je les ai plantées cette année, je crois au mois de mars. Et les Rosabelle, elles ont poussé toutes seules. Ça, c'était les patates de l'année dernière. Donc là, tout ça, là, j'ai rien planté ici. Tout ça, c'est de la Rosabelle que j'ai dû oublier, en fait. Et c'est la Rosabelle qui est le plus malade. Les plants qui touchaient la Rosabelle ont commencé... Les plants de Sirtema qui touchaient la Rosabelle ont commencé à être malades. Mais les pires, c'est vraiment la Rosabelle. Maïka. Là, Abdel, pendant que je faisais ça, il a fait tout ça. Et je pense qu'il a quand même pris un contenant un peu petit parce que t'as pas ramassé les framboises jaunes. Ouais, je sais. Et il n'y a plus de place. Donc on va aller en prendre un autre. Tiens, regarde, il t'en reste là. Ici. Là, il y a les petites cerises qui se préparent. Celles-là sont un petit peu acides. Je pense qu'elles peuvent devenir beaucoup plus rouges encore, hein, avant de devenir noires. C'est pas encore temps de les ramasser. Donc là, regardez si c'est joli, il y a les framboises sont montées dans le prunier. Donc là, tu as des prunes et des framboises, quoi. Et il y en a plein, là. C'est vraiment le moment où ça fructifie. Allez, maintenant, on va transformer tout ça pour le repas de midi ce soir. Et on va peut-être congeler encore quelques fraises, une petite poche. Donc là, il y a ça de framboises jaunes, ça de fraises. Les fraises, ça commence à diminuer. Avant, tous les 2 jours, on avait 2 kilos environ, ou 1,5 kg. Et là, je sais pas, il doit y avoir 600 grammes, même pas. Sachant que déjà, vous voyez, il y a des framboises rouges dedans. Hein. Donc là, il commence à y en avoir moins. Elles sont plus petites, elles sont moins belles, plus tordues. Voilà. Les framboises jaunes, ça commence tout juste à donner et ça commence à bien donner. Girolles, vous avez vu, catastrophique. Et voilà. Et là, les oignons dessous les fèves et les pommes de terre. Donc là, on a 1,1 kg de patates. Donc ça va nous faire à midi. Il en restera sûrement pour ce soir. Oui, j'ai les doigts, les ongles tout noirs. Ça, c'est parce que j'ai gratté sans gants pour ramasser les pommes de terre. Et en fait, comme je fais souvent ça, à force, c'est taché, quoi. J'arrive même pas à l'enlever, même avec la petite brosse à ongles. Il faudrait que je passe un cure-dent ou un truc comme ça. On va attraper le tétanos. Les patates, c'est fait. Donc là, Abdel a coupé les oignons, il est en train de finir. Ceux-là, je pense que tu vas les mettre à congeler ou dans la salade un peu. Ouais. Là, ceux-là, on va les faire frire avec les frites. Oh, bah t'as qu'à tout mettre. Mets tout dans les frites. Mets-en un peu dans la salade, mais on va pas en congeler. Tu mets tout dedans. Du coup, là, par contre, on va utiliser de l'huile d'olive parce que j'aurai pas assez de graisse de canard pour que ça frie vraiment les frites au four. Donc, on va mettre quand même un petit peu d'huile d'olive. Et pour ce plat, du coup, c'est tout. En produit extérieur, juste l'huile d'olive. Là maintenant, je vais écosser les fèves. En fait, on va faire une salade verte, feta, basilic et fèves. Alors moi, les fèves, je mange pas l'écorce là, enfin la gousse. Je mange que les petits trucs au milieu. Donc là, ça me fait toute cette fève. Je vais les ébouillanter. Ça, on va les manger, je pense, comme ça rapidement parce que ça s'abîme très très vite les framboises jaunes.
Et ça, on va en mettre sous poche pour sorbet, sous poche congélation. Et la salade pour tout à l'heure. Là, toutes les eaux de lavage de légumes, vous ne me voyez pas les récupérer. En fait, mon évier et celui de ma grand-mère sont tous les deux reliés directement dans l'enclos des canards. Donc, toutes les eaux de cuisine, ça part direct. Ce qui fait que quand il y a une petite coquillette qui s'échappe, un petit bout de riz ou un truc comme ça, déjà, ils le récupèrent direct. Et en plus, ça fait de l'eau là-bas qui se renouvelle un petit peu en continu. J'ai mis de la menthe aquatique, des choses comme ça. Ils aiment vraiment bien farfouiller dedans. Et voilà. Donc en gros, c'est que les eaux des éviers de cuisine. Et on fait attention de jamais mettre de produits toxiques ou de choses comme ça, de choses trop salées, trop huileuses. Voilà. Et avant, c'était les poules. Maintenant, c'est les canards qui y sont. Et c'est mieux parce que les canards, eux, ils aiment vraiment que l'eau arrive, quoi. Donc là, je m'en suis semé vraiment beaucoup du basilic parce que j'aime trop. Puis après, quand ça va être les tomates qui vont arriver, tomates, basilic, feta, ça va être une tuerie. Donc là, je vais commencer à couper les têtes. D'ailleurs, j'ai vu qu'elles commençaient à vouloir déjà monter à graines. Donc je vais les téter bien partout. Donc ça va suffire pour aujourd'hui. Donc là, je vous montre, avant d'avoir fini de toutes les recouvrir, à quoi elles ressemblent. Brutes. Et là, maintenant, je vais me faire un petit mélange. Et là, je vais faire un petit mélange piment. Donc ça, c'est le piment d'Espelette que j'avais fait il y a 2 ans. Vous voyez, je n'ai encore. Donc oui, c'est pas en poudre, c'est plutôt en fin petit bout. Donc je vais prendre ça, plus des graines de pavot que j'ai récoltées l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus. Enfin, tous les ans, j'en récolte un peu. Mais ceux-là, ça doit être ceux d'il y a 2 ans. Et je vais mettre le basilic. Je vais tout mélanger et les tremper dedans. Alors voilà ce que ça donne. Malheureusement, j'en ai plus beaucoup. C'est des grosses feta quand même. Là, elles sont 4 fois plus grosses qu'une feta classique. Mais j'en ai plus beaucoup. Je pensais que j'en avais plus que ça. Sinon, j'aurais fait autre chose avec la salade. Mais c'est pas grave. Heureusement, il y a les fèves. Je vais en refaire ce soir, je pense, avec la traite de ce soir. Là, j'ai utilisé 4 litres de lait et j'ai eu en gros 10 fois cette quantité que vous voyez là, grosso modo. Donc... c'est super rapide à faire. Bon là, celles-ci, elles sont pas fermentées. Hein, c'est juste un séchage de 24 heures. Et ensuite, je l'ai mis dans une boîte. Et j'en ai mis la moitié en saumure à 7% de sel dans le petit lait qui est au frigo. Et je vais attendre 2 semaines pour voir si c'est valable ou pas. J'ai quand même l'impression que plus on attend, plus le goût est fort. Hein. Donc j'aurais tendance à penser que c'est mieux de manger frais comme ça en feta dans une salade. Ça, par contre, quand c'est frais, c'est des petits trucs, petits crottins bien secs. Là, c'est super bon. Allez, je vous montre le résultat du petit repas gastronomique du jour. Alors d'habitude, je fais pas des présentations aussi belles. Hein. Là, je les aurais posées comme ça, pout, dessus. Là, c'était juste pour vous montrer ce qu'on peut faire, en gros, d'autonome et de présentable. Je ne m'amuse pas au quotidien à arranger les framboises comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, nous avons déjà en dessous, je sais pas si ça se voit, une compote de fruits rouges qu'Abdel a fait avec les restes de fraises, framboises qui restaient, enfin tous les petits restes qu'on n'avait pas consommés et on n'en avait pas assez pour faire une poche pour les sorbets. Ensuite, par-dessus, je suis venue mettre des framboises rouges, des framboises jaunes et des framboises rouges un peu allongées. Ensuite, les petites espèces de mûres que vous voyez noires, un peu allongées, ça c'est le fruit du mûrier. Donc moi je pensais que c'était le mûrier noir, mais on m'a dit qu'apparemment en cette saison c'est un mûrier blanc à fruits noirs, puisque les mûriers noirs, eux, fructifient en septembre. Ensuite on a de la fraise, on a des petites groseilles rouges et on a un tout petit peu de cassis. Voilà pour les desserts. Donc là il manque juste les frites. Je voulais quand même vous le filmer avant parce que si je mets les frites ça commence à cuire la salade, il faut rapidement le manger et pas blablater. Donc là on a une salade, ensuite là une petite salade de fèves, donc il y a les oignons que vous avez vus, il y a le basilic qui est ciselé. Là c'est les feta que j'ai trempé donc dans les graines de pavot, dans l'espèce de poudre de piment séché là que j'avais fait l'année dernière et encore du basilic, et j'ai mis un tout petit peu de miel de sarrasin dessus, vous voyez, donc pour l'aspect déco et parce que le miel se marie très bien avec le chèvre. Et j'ai mis aussi le miel de sarrasin sur les fruits rouges. Donc avec les fruits rouges, ça se marie très bien. Je trouve que c'est un petit goût de caramel. Par contre, attention, ce miel de sarrasin est très fort. Moi, je l'aime pas dans tout. Il y a vraiment, par moments, j'aime pas le goût. Mais avec le chèvre et avec les fruits rouges, ça passe.
Là, qu'est-ce qu'il y a de pas autonome là-dedans? L'huile d'olive pour la vinaigrette et qu'on a mis aussi pour frire les frites au four. On fait des frites au four parce que comme ça consomme moins d'huile. Et ce pain, voilà, ça c'est le pain. Il y a une boulangère qui passe 2 ou 3 fois par semaine et du coup on lui prend le pain. Sinon on en fait aussi les jours où elle n'est pas là parce que nous on mange toujours du pain en fait. Tous les repas on mange du pain. Donc voilà, c'est le seul truc pas autonome, le pain et l'huile d'olive. Et voilà, regardez-moi ces grosses assiettes que ça fait. Ça va être trop bon. Les petites frites avec les petits oignons. Et voilà, il y en a un qui est puni, qui a que 3 feta au lieu de 4. Allez, bon appétit! On n'a pas lavé les assiettes. Hein. On les a essuyées avec le pain. C'est à ça qui sert le pain en fait. Donc vous voyez, on n'a pas beaucoup de déchets à donner aux poules. Hein. Là, on a vraiment tout fini. C'est trop bon, franchement. Donc là, Abdel, il a remis de l'eau. Alors, dans le compteur, en fait, dans l'éponge, il l'a rangé là pour nettoyer le bac. Et on est à combien? 11 mètres cubes en plus d'un an. C'est rien, hein, franchement. Hein? Donc là, on traite toujours que Blanchette et les chouilles. Qui allait toujours. Et là, il y a Pelote qui, à mon avis, va bientôt encore faire une portée. Samedi, il faut qu'on la ramène. Hein. Regarde, elle est grosse. Je commence par les chouilles, tant pis. Pourquoi? Mais non. Je viens de finir de traire Blanchette. Donc il y a ça comme lait, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Franchement, là, on est à 1 litre, je pense. Là, il y a son fils qui attend derrière. Donc il a bien pompé sa mamelle. L'autre, là, vous voyez, elle est toute... Celle-ci, là, celle qui est toute petite, c'est celle qu'en fait, il pompe sans arrêt. Et celle-là, il la tête pas trop, c'est celle-là que je traite. Et avec ça, bah, j'arrive à avoir 1 litre, en gros. Et lui, il attend, mais il manque pas de lait. Et puis en plus, ils vont bientôt être sevrés. Là, il a 2 mois et demi. Normalement, à 2 mois, c'est bon, surtout que lui, il est bien gros. À partir de 9 kilos, là, il en fait au moins 20, je pense. Allez, viens, dépêche-toi, petit chou. Qu'est-ce qu'il est beau, ce petit bouc. Oui, viens dire bonjour. Allez. Oui. Attends, je lui dis bonjour. Je filme. Ce petit bouc de cirque. Boubouk. Viens me voir. Hé. Eh oh. Bouc bouc. Viens. Viens. Allez, monte. Saute là. Allez, saute. Là. Viens. Et monte. Voilà. C'est bien. C'est bien, mon petit cœur. Oh, t'as une moumouche. Il est presque aussi grand que sa mère, alors que il a 2 mois et demi. Il est né le 21 mars. Petit cœur. Toi, t'es gentil. Oui. T'es contente quand on te traite. Ça fait moins de pression dans celui qui n'est pas tété, quoi. Allez, là, je vais juste vous montrer les moutons, où ça en est au niveau croissance. Donc là, ils sont toujours pas sevrés, à part... C'est moi, Poupouille. Donc là, ils sont pas encore sevrés, à part les 2 gros, là, qui sont nés en décembre. Et tous les autres petits, là, celui-ci, celui de derrière et la petite queue que vous voyez dépasser là-bas, ceux-là ne sont pas sevrés. Ils têtent encore. Et quel âge ils ont? Ils sont du mois de mars. Fin mars pour une et mi-mars pour l'autre. Voilà. Et en fin de compte, ceux du mois de mars et ceux du mois de février ont quasiment grossi pareil, quoi. Il n'y a quasiment plus de différence. Et vous voyez que la différence de taille est très négligeable. Hein. Entre les deux, là, il y a quasi 1 mois d'écart entre celle de gauche et celle de droite. Et donc là, ils sont de ce côté. J'ai remis la brebis là-bas au mâle, en fait, pour éviter la consanguinité, puisque là, il y a ces 2 fils que je vais garder. Donc elle aura encore une portée non consanguine. Et en fin de compte, elle était déjà pleine, je pense. Il a dû la saillir au mois de février, parce qu'elle va bientôt faire. Voilà. Donc eux, ils sont de ce côté. De ce côté-là, par contre, il faut apporter de l'eau. Donc vous voyez, en fait, on met Abdel, il descend les bidons dans le coffre de la voiture, vu que là, on a l'accès route, donc c'est vraiment super pratique. Il met les 2 bidons dans le coffre, ça tient quasi 2 semaines. Hein. Ils boivent pas beaucoup, d'autant plus que là, l'herbe est bien grasse. Et ensuite, si vraiment c'est la canicule et que ça devient pénible pour l'eau, ben, on les repasse au terrain avec les autres, quoi. Mais là, il y a beaucoup plus d'herbe, puis ça nettoie, ça entretient quand même le petit terrain là de ma tante. Ils en viendront même pas à bout, je pense, d'ailleurs. Là, il faudrait mettre les chèvres, mais bon, les chèvres, c'est pénible. Il y a des murs et tout, ils grimpent dessus, c'est un peu dangereux, quoi. Donc, on a préféré laisser que les moutons pour l'instant.
Donc là, toujours même installation que ce que je vous avais montré. Le pot, la petite passoire vraiment ultra fine en fait qui remplace le tissu, ce qui fait que ça permet vraiment de bien nettoyer et de ne pas avoir à s'embêter à laver le tissu. En plus, si vous ne le lavez pas bien ou vous ne le faites pas bouillir, il va prendre une odeur justement de bouc qu'on ne veut pas. Et en plus, il faut le laisser sécher. Alors que là, le fait que ce soit en inox, ça ne garde pas les odeurs. Vous pouvez le nettoyer vraiment à fond. Et en plus, il n'y a pas de temps de séchage à l'accrocher avec des pinces à linge. Donc, c'est bien plus pratique. Donc, on va voir combien aujourd'hui on a trait. Pas beaucoup, je pense. 1 litre, je pense. On va voir. Parce que là, le petit blanc, il avait été juste avant. Donc, on est sur environ 1 litre 168. Parce que là, c'est des grammes. Hein, mais environ. Hop. Parce que je pense que le lait, c'est un peu plus lourd que l'eau. Donc bon, on va dire un bon litre. Donc ça, je le mets au frigo. Je ferai le fromage avec le lait d'aujourd'hui et de demain. Parce que bon, il m'en faut quand même bien 2-3 litres. Parce que sinon, ça vaut pas le coup de sortir tout l'attirail, nanana, de l'avoir un micro-fromage. Donc j'attends la traite de demain. Et demain, du coup, je ferai le fromage avec le lait d'aujourd'hui et de demain. Alors, je sais que je vous ai déjà montré, mais il faut que je vous remonte les trucs, l'évolution par rapport à ma vidéo sur le jardin. Regardez là, les oliviers sont en train de fleurir. Tellement joli, il y en a vraiment plein là. Et regardez, celui-là c'est pareil, en plus il y a du vent, ça tombe bien parce que la pollinisation elle se fait par le vent et là le vent il est ouest-est et du coup ça fait que ça vient bien vers là quoi. Si cette année on n'a pas d'olive, j'en aurai jamais hein. Donc dans la serre là les tomates sont magnifiques, elles font presque 2 mètres là, ça y est. Ouais, un tout petit peu plus petite que les tomates. Donc là, elles font 2 mètres de haut. Ça, c'est celles qui ont été plantées en mars. Et regardez, celles qui ont germé en fin mars. Donc ça, c'était les semis spontanés qui étaient là, que j'ai arrachés, que j'ai replanté ailleurs. J'en ai mis dehors, j'en ai mis là. Ils font, je dirais qu'ils font même pas 70 cm. Genre, on voit bien la différence. Ils sont 3 fois plus petits que les autres. Et paradoxalement, par rapport à ça, la taille des premiers fruits, c'est pas vraiment plus précoce en fait. Là en gros, le fait de les avoir plantés beaucoup plus tôt que le reste, ils ont fait beaucoup de hauteur et de feuilles en avance, mais il n'y a pas plus de tomates. Je vais vous montrer, je suis quand même pas très en avance hein, parce qu'il a fait quand même très froid chez nous. Donc là on a de la Berao, donc c'est une tomate qui est quand même assez petite. Voilà. Et ensuite là on a de la beefsteak qui est censée être grosse. Voilà. Tac, mais qui est en train de se préparer, vous voyez, c'est encore petit. Donc ça, c'est sur des plants qui ont été plantés très tôt. Et je vais vous montrer sur les plants qui ont été de naissance. Et donc sur les autres petits plants, vous regardez, il y a aussi des tomates en fait. Hein. Donc j'ai pas énormément gagné en précocité. Là-bas, vous voyez, petites tomates. Mais par contre, c'est vrai que, bien sûr, là, ça n'a rien à voir. Au niveau végétation, ça a vraiment pris beaucoup d'avance. Je pense pas avoir déjà eu des tomates aussi hautes en juin, alors qu'il me semble que j'avais déjà des fruits plus précoces avant. Mais c'est vrai qu'il a fait chaud très tard chez nous. Il a vraiment fait froid. Et au niveau des poivrons, ça a bien poussé aussi. C'est en train de faire des petits fruits. C'est que j'en ai eu. Oh là, alors ça c'est du piment, ça. Et ça c'est du poivron. Voilà, un peu de basilic dans la serre, on n'a pas beaucoup, juste ici. Là, les courgettes, celles-là, celles que j'avais mis en premier, elles sont un petit peu plus en avance sur les autres. Mais j'ai pas encore de récolte. Hein. Mais je pense bientôt. Hein. D'ici la semaine pro, je pense que je vais en avoir. Donc j'ai planté que de la jaune hein, cette année. Je ne m'embête pas avec d'autres variétés, puisqu'en fait, celle que je préfère, c'est la jaune. Et c'est plus facile pour récupérer les graines. La pollinisation, ça a l'air d'être pas mal. Ah, il y en a une qui est un peu... Non, je pense que celle-là, elle va vite pousser. Ça a dû marcher. C'est en train de grandir. Ouais, vous voyez, il y en a plein. Je suis contente, là, il y a beaucoup de fleurs femelles en préparation. Ce petit pied est un peu plus en retard, vous voyez. Ça commence tout juste. Ça, c'est le pommier sanguinol. Regardez toutes les pommes qu'il a. Alors ça, c'est normal, hein. C'est pas du tout une maladie. La pomme sanguinole, ça va vraiment faire ça. Après, ça va devenir un peu orange, cette espèce de petit trait. Donc c'est tout à fait normal, hein. C'est pas du tout une maladie, ça va le faire sur toutes. Et il est vraiment chargé, hein. Et sachant que là, il y en a déjà plein qui sont tombés, hein. Sinon, il en aurait beaucoup plus que ça, hein. Et j'ai déjà éclairci un petit peu, vous voyez là, il reste qu'une pomme par... vous voyez, encore une pomme.
J'ai déjà beaucoup éclairci. Vous voyez que là, il reste qu'une pomme par bouquet. Sinon, il y en avait, mais partout, partout. Là, je suis trop contente dans cette allée parce que là, vraiment, les fruits se développent bien. On va dire que c'est le début de tous nos efforts qui payent en fait. Là, il y a des petites pommes. Là, mes petits semis d'artichauts qui continuent. Les petites grappes de raisin. Donc tout ça, c'était dans la partie 2 de ma vidéo sur le jardin. Petite poire. Voilà. Alors maintenant, on va aller à l'enclos des poules. Je vais vous expliquer où on en est. Donc là, j'ai mis cette petite poule ici pour voir s'il y a moins de casse que côté poulailler. On verra bien. Parce que là, aux poules, il y a un œuf qui disparaît tous les 2-3 jours. Donc au bout de 21 jours, il ne reste plus un œuf sous les poules. Hein. Donc là, au poulailler, voilà, c'est le soir. Donc les poules commencent à rentrer. Vous voyez là, le noir, les 3 blancs là, c'est que des coqs ceux-là. Et donc là, les 4, c'est ceux de février. Et les 2 autres, je crois, c'est 2 poules. Je sais pas où elles sont. Mais voilà, il n'y a que 4 coqs à manger. Donc là, ça, c'est les jeunes qui sont nés fin mars. Pareil, là, on va abattre les coqs. On les abat à 5 mois, nous. Parce que comme c'est une pousse lente, là, vous voyez, ils mangent très peu de grains. Au final, ils trouvent la majeure partie de leur alimentation dans la pâture et dans le tas de fumier. Il faut savoir qu'un tas de fumier, il y a énormément de vers. Alors, n'hésitez pas en période de canicule à l'arroser un petit peu. Parce que si vous ne l'arrosez pas, en période de sécheresse, il va sécher, les vers de terre ne seront plus dedans. Hein. En fait, la vie est quand il y a de l'eau. Donc, bon, là, il leur reste quand même énormément d'herbes. Il y a énormément d'insectes en ce moment. Donc pour l'instant, ils mangent très très peu. Là, je vois bien que le grain ne part pas du tout. En fait, le matin, ils sortent du poulailler. La nourriture est dans le poulailler. Donc le matin, ils sortent et ils rentrent que le soir. Ils mangent à peine, quoi. Ils mangent peut-être un tout petit peu le matin avant de sortir. Mais sinon, ils sont tout le temps dehors. Et ils partent manger tous les petits insectes, les vers, etc. On voit très bien en fait la différence avec l'hiver, où l'hiver, ils consomment énormément de grains parce qu'il n'y a pas d'insectes. Il y a un petit peu de vers dans le tas de fumier, mais c'est pas non plus ouf. Là, on voit bien que la consommation est vraiment minime et qu'ils trouvent toute leur nourriture dans la prairie. C'est quand même très grand. Il faut savoir qu'ils ont 3500 m² de mon côté. Il y a le verger, mon petit verger là-bas. Et ensuite, ils sortent dans la prairie à chevaux de mon oncle et dans 2 prairies à vaches. Donc, ils ont quasiment 1 hectare pour eux. Alors, pour l'instant, pas de problème de prédation. Chaque année, au mois de novembre, on a une attaque par les buses, mais en saison, jamais. Après, au niveau du renard, en journée, on n'avait pas trop de problèmes, sauf l'autre jour, je vous ai dit, là, à 7h, il y a un renard qui a tenté de venir, mais en fin de compte, Naya l'a tué avant qu'il fasse quoi que ce soit. Heureusement, parce que c'était en journée, hein, j'étais en train de déjeuner, il était 7h20. Donc 7h20, les poules elles étaient sorties hein, parce que elles ont une porte solaire. Donc les poules étaient sorties, tout le monde était dehors quoi. Abdel il se lève à 5h, 5h30. Donc ça aurait été vraiment un carnage. Donc pas de problème de prédation pour l'instant, mais ça pourrait très bien arriver. Hein. Après comme elles sont très très éparpillées, je pense que le renard ne peut pas en journée tuer tout le monde d'un coup. Donc là, c'est pas offrir ces poules aux animaux sauvages, hein, parce que déjà, on a des chiens qui sont partout. Naya l'a prouvé avant-hier, un renard qui pénètre en journée sur le terrain, c'est un renard mort. Donc, normalement, on est à peu près... Normalement, on est quand même à peu près protégé des attaques en journée. Ensuite, pour ce qui est des attaques nocturnes, le poulailler, il est blindé. Donc ça, il n'y a pas de problème. Au niveau des canards, c'est pareil. On avait coulé une dalle il y a 3 ans après la fouine qui avait creusé dessous. Voilà, on n'est pas non plus idiot et on n'a pas envie de se faire manger... on change de contraste là. On n'est pas non plus idiot, on n'a pas envie de se faire manger ses poulets. La nature, c'est bien beau. Hein. Je sais que quand je vous ai dit là que Naya avait tué le renard, je sais qu'il y a eu des réactions de gens qui n'étaient pas contents. Voilà. En fait, bon, je comprends bien. Mais il ne faut pas oublier quand même que nous, on fait ça pour se nourrir en fait. On mange exclusivement la viande qu'on produit. On n'en achète pas. Et c'est c'est un des ultimatums que je me suis lancé. Hein. C'est-à-dire que si je ne produis pas,
je n'en mange pas. Donc j'ai pas beaucoup de produits que je m'autorise à acheter. C'est souvent du sec, genre du sucre, du riz, des choses comme ça, de la farine. Mais au niveau de la viande, ça fait 3 ans maintenant, je crois, qu'on n'a pas acheté de viande. Et je ne veux pas en acheter. Donc pour moi, c'est très important. Si le renard m'attaque mes poules et me mange toutes mes poules, j'ai pas de nourriture, quoi. Et puis c'est un certain coût quand même, le coût en grains, le coût en temps, l'investissement en temps et en argent qu'on met dans nos poules. J'ai pas envie qu'en fait ça parte dans le ventre du renard, quoi. Voilà, que le renard soit mort, c'est triste pour lui, mais voilà, je préfère que ce soit le renard qui meurt plutôt que mes poules. Alors aujourd'hui, Maïka, elle a eu son vaccin et du coup, j'ai expliqué au veto que elle avait attaqué le renard avec Naya et elle, franchement, elle s'est pas dégonflée, elle s'est accrochée, elle arrêtait pas de le mordre et tout. Enfin, elle était mais une vraie teigne, quoi. Et c'est elle qui l'a. En fait, elle a fait comme si elle menait un troupeau et elle l'a coincé dans un angle contre les bâtiments. Et une vraie teigne, quoi. Et donc elle l'a touché, elle l'a mordu. Donc j'ai demandé quand même au veto s'il n'y avait pas de problème au niveau des maladies. Bon, il n'avait pas l'air galeux et il lui a quand même fait, en plus de son vaccin classique, il lui a fait le vaccin contre la rage. Sachant que le vaccin contre la rage n'est pas obligatoire pour les chiens si vous ne sortez pas du territoire français. Mais il y a certains pays qui le demandent. Moi, je ne sors jamais de chez moi, donc clairement, j'avais pas besoin de ça. Mais là, au cas où, il m'a dit ça m'étonnerait, quoi, qu'il y ait un problème, mais on ne sait jamais. Donc par prévention, elle a eu son vaccin contre la rage.